Amis followers, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur nos différentes plateformes numériques. Vous êtes sur CFP Media Prod, vous êtes dans le cadre de notre production d'ici et de là. D'ici parce que on reçoit un invité qui vit ici en Europe, sur le continent européen, je vous le dis, et précisément ici en Belgique. De là parce que l'invité vient de quelque part. Et dans les secondes qui vont suivre, vous allez découvrir d'où vient l'invité. Christelle, c'est son prénom. C'est celle que je reçois aujourd'hui. Voici pour vous l'invité. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bienvenue dans le studio de CFP Media Prod. Comment tu te sens? Merci tout d'abord pour l'invitation. Je me sens très bien. J'espère que tu es confortablement installée et que on peut démarrer les hostilités, Christelle. Oui, Parfait. Alors Christelle, ça fait des mois qu'on essaye de se rencontrer pour cette production. Enfin, on y arrive. Je vais te demander de te présenter à tous nos amis followers. Et il n'y a personne de mieux que toi pour le faire, Christelle. Tout à fait. Moi, je m'appelle Christelle Fetti, comme tu le sais. Oui. Maintenant, comme ça, les autres vont le savoir aussi. Je suis née à Kinshasa, au Congo, République démocratique du Congo, en 1990. Donc là, j'ai... Toi-même, tu sais l'âge. Oui. On ne parle pas beaucoup de l'âge des femmes. Hein? Tout à fait. Et donc, du coup, je suis arrivée en Europe, j'avais 12 ans. C'était le jour où je totalisais vraiment 13 ans. Oui. Et j'ai fait mes secondaires ici en Europe. Et ensuite, quand j'ai fini les humanités, j'ai fait le supérieur. J'ai eu mon graduat en soins infirmiers. Oui. Donc, après avoir eu, en tout cas, le bachelier en soins infirmiers, je ne voulais pas m'arrêter là. Donc, j'ai fait une spécialisation en santé communautaire. Oui. Et ensuite, en alternance avec le travail, parce que j'ai travaillé quand même pendant un bout de temps comme infirmière à l'hôpital. Et en même temps que je travaillais, j'ai commencé à faire un master en santé publique. En santé publique. Oui, j'ai fini mon master en santé publique. Ensuite, comme j'étais à l'hôpital, on était très focalisé sur les soins. Donc, on n'avait pas le temps pour tout ce qui est social. Du coup, je voulais changer un peu mon orientation, sortir du milieu hospitalier. Et j'ai travaillé pendant un bout de temps, un petit temps, je dirais comme coordinatrice de soins. Et ensuite, j'ai changé encore d'emploi et je commence à travailler comme coordinatrice cette fois-ci d'aide et de soins. Et en parallèle, j'ai créé aussi une ASBL qui s'appelle EANO. Oui, et il faut préciser, hein, elle va vous le dire dans quelques instants, mais EANO, c'est le canal par lequel on a repéré Christelle parce que ce qu'elle fait est tout simplement, de mon point de vue, magnifique et j'ai voulu partager, qu'elle partage cette expérience-là avec vous. Alors Christelle, je te laisse continuer. Voilà, EANO qui veut simplement dire en lingala, EANO qui veut simplement dire réponse. Réponse à quoi? À la problématique d'isolement social des seniors. Donc, pourquoi les seniors? C'est un public que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec les seniors et en même temps, je trouve que on a cette stigmatisation, on se dit, on est âgé, c'est fini pour nous, on met les seniors à côté. Ou dans notre milieu, en tout cas, on va se dire, on dit très souvent, les seniors, les mamies, papis, gardent les enfants, gardent les petits-fils. Alors que non, ils ont aussi des choses à apprendre, ils ont aussi des choses à nous transmettre. Et donc, moi, je me suis dit, au travers de EANO, on a mis sur pied un projet Digitage. Digitage veut simplement dire le numérique pour tous les âges. OK. Voilà. Numérique pour tous les âges. Exactement. Je vais revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui te motive? Parce que tu dis bien que c'est parce que tu t'intéresses aux personnes, allez, moi je vais dire les personnes âgées, nos papis et nos mamies, mais je vais dire, ton ASBL est ouverte à tout le monde, de tous les âges. Et qu'est-ce que tu leur apprends concrètement? Qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? En fait, l'ASBL et EANO, on va dire, la différence se situe au niveau où c'est les plus jeunes qui enseignent aux plus âgés. Oui. Donc, il y a cette relation d'intergénérationnalité. Et donc, les jeunes, quand ils viennent chez nous, c'est pour devenir des bénévoles, pour enseigner. Les vieux. Pas les vieux. Non. Donc, nos seniors. Donc, les jeunes viennent, en tout cas, faire du bénévolat. Pourquoi les jeunes? Parce qu'on sait que les jeunes ont cette facilité avec tout ce qui est numérique. On est actuellement dans une société à double vitesse.
Qu'est-ce que j'entends par double vitesse? Actuellement, tout est numérisé, presque tout, ou encore ce qui reste va encore être numérisé. Et les personnes âgées restent en arrière. Et donc, notre objectif, comme on a dit, c'est briser l'isolement social. On veut éviter qu'ils soient marginalisés. On veut faire en sorte aussi de les inclure dans cette société à double vitesse. D'où le temps qu'on prend pour les enseigner. Les enseigner quoi? Tout ce qui est utilisation des smartphones, de tablettes, des PC. Smartphone, tablette et PC. Et donc, j'imagine que via l'utilisation des smartphones, tablettes et PC, on élargit un peu le champ en rentrant peut-être aussi un peu plus tard dans tout ce qui est informatique, entre guillemets, dans le sens, par exemple, du traitement des textes ou un peu plus, non? Ou le web aussi, peut-être? Je les enseigne pour commencer d'abord l'utilisation de base. Et ensuite, comment naviguer sur Internet. Puis, comment utiliser It's.me. It's.me, tout simplement, le langage que j'utilise pour expliquer It's.me, je dis que c'est la carte d'identité virtuelle. C'est ça. Comment utiliser sa carte d'identité virtuelle. Comment télécharger les applications. Comment utiliser les applications bancaires. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de banques qui ferment. Et donc, comment être autonome et indépendant. Et comment ils sont réceptifs, les personnes que toi tu encadres dans ton ASBL? Comment elles sont, est-ce qu'elles sont vraiment réceptives par rapport à ce que tu leur apportes? Oui. Pourquoi? Parce qu'à la maison, les membres de la famille n'ont pas toujours le temps d'enseigner ou prendre le temps d'expliquer les choses. Quand ils viennent au sein de EANO, ils savent que, parce que je suis la formatrice, que j'ai le temps, je prends le temps d'expliquer. Et tout simplement aussi parce que le programme qui est établi, c'est selon leurs besoins. Oui. C'est pas moi qui détermine les besoins. Ok, c'est vraiment le besoin. C'est leur besoin. Vous répondez aux besoins de la personne. Et sur base de leurs besoins, j'établis le programme, j'établis les thématiques et on travaille sur cela pas à pas. On ne court pas. Super. On prend le temps. Super. En tout cas, vous avez compris, c'est Christelle Féty, EANO, c'est l'ASBL que tu as mis sur pied et qui se porte bien visiblement. Comme actualité, Christelle, sauf si je me trompe, tu as participé le 21 septembre dernier à une soirée, une table ronde, une discussion, une conférence. Tout à fait. Comment construire l'avenir, c'est ça? Ça concernait plutôt le lien, comment préserver son noyau familial. Son noyau familial, voilà. Exactement. Et donc, je devais faire le lien avec ma pratique, donc avec la thématique qui était présentée. Christelle qui ne s'arrête jamais, qui est toujours en activité. Alors Christelle, avant de continuer, je vais quand même te demander, est-ce que tu as des livres que tu lis Les livres que j'ai l'habitude, mon premier livre, c'est la Bible. On va dire, tout le monde, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec d'autres livres qu'on peut trouver partout. Sauf que des fois, il y a des citations où on dit « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Dans la Bible aussi, c'est mentionné qu'on doit s'examiner. Et donc, moi, personnellement, c'est vraiment plus la Bible où je passe mon temps à lire, à voir comment je mets cela en pratique. Donc ça, c'est le livre que je lis le plus souvent, on peut dire comme ça. Est-ce que en dehors de la Bible, est-ce que tu as un livre que tu recommandes à des jeunes, des personnes qui souhaitent, par exemple, s'identifier au type d'activité que tu fais? Au type d'activité, je dirais que, par exemple, il y a le livre de M. Roland Dallot qui parle des rencontres de la destinée. Pourquoi ce livre? Parce que dans ce livre, on voit l'importance de l'autre. Des fois, on peut se dire que je me suffis, on ne se suffit jamais à nous-mêmes. Donc, quelle est l'importance de l'autre? Pas simplement être avec l'autre parce qu'il peut m'apporter quelque chose. Non, comment moi aussi je peux être avec l'autre? Dans la vie, c'est pas que question d'argent. Parce que moi je dis, les relations, c'est plus que l'argent. L'argent, oui, peut nous permettre de créer des relations, mais pas des relations solides ou des vraies relations. Mais sans argent, je peux bâtir de vraies relations qui pourraient à long terme apporter de l'argent. C'est très bien dit. Oui. Donc, Alors Christelle, tu lis la Bible et tu as recommandé ce livre à ceux qui vont regarder cette production. Et je vais quand même te poser une question, Christelle. Avec toutes les activités que tu mènes, est-ce que tu as le temps pour toi de concilier ta vie de famille et cette vie professionnelle? Je veux dire... Et comment tu y parviens? Oui. Déjà, je veux parler de ma vie privée. Je suis maman de 2 enfants. Félicitations. Donc, mon premier a 6 ans et ma seconde a 4 ans.
Je suis divorcée, alors, comme ça on voit l'impact. Je suis divorcée, mais est-ce que c'est à cause de ça? Non, c'est pas à cause de cela. Pourquoi? Parce que c'est à cause des différends entre les personnes. Voilà. Oui. On arrive à concilier facilement la vie privée et professionnelle lorsque déjà on a un partenaire qui nous soutient. Là, ça facilite les choses également. Et lorsque, par exemple, on travaille beaucoup sur notre organisation et la discipline. Moi, je travaille toujours dessus. Je ne veux pas dire que organisation et discipline. Organisation et discipline, je suis toujours en train de travailler dessus. Mais savoir, quand je suis dans le milieu professionnel, dans ma vie professionnelle, ce qui est professionnel est professionnel. Quand je suis dans la vie privée, c'est privé. Vraiment bien distinguer les deux. OK. Il peut arriver que les deux puissent s'entremêler, mais vraiment faire l'effort de bien séparer les deux. Quelles sont les musiques que tu écoutes, Christelle? Les musiques religieuses? Oui, gospel, après. J'écoute beaucoup du gospel. Oui. Et voilà, parce que ça m'aide beaucoup et ça m'apaise. Et de la musique classique. La musique classique. Oui. Mesdames, messieurs, amis followers, c'était pour vous l'invité. Vous avez plus ou moins l'ensemble des informations sur la personne avec qui nous allons passer le reste de la période que nous allons vivre ensemble. Et retrouvons-nous dans quelques instants pour la partie de l'émission qui s'appelle D'ici. Christelle, on est dans la première partie de cette émission, en tout cas la partie intitulée D'ici. Et le principe de cette partie de l'émission, c'est que nous allons te proposer pour aujourd'hui 4 cartes. Et parmi ces 4 cartes, tu choisiras une carte qui fera l'objet de notre discussion, de notre échange pour cette période. Alors Christelle, 4 cartes te sont présentées. Quelle est celle que tu tires? Allez, je te laisse la prendre. Okay. Qu'est-ce que tu as dans les mains? L'identité culturelle africaine. Comment la préserver et la transmettre à sa progéniture en Europe? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'identité culturelle africaine, comment la préserver et la transmettre à sa progéniture en Europe. Alors Christelle, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de cette thématique? De l'identité culturelle africaine. Tu as des enfants en plus. Bien sûr. Alors? Pour commencer, moi je dirais, premièrement, c'est au travers de la langue. Okay. Pour moi, c'est l'identité déjà culturelle de chaque personne commence par la langue. C'est cette langue que nous devons apprendre déjà à nos enfants, parce que c'est une richesse, nos langues. Parce que très souvent, on le voit avec d'autres origines, je vais dire, où dès le bas âge, un enfant de 3 ans qui arrive à parler une langue vraiment de manière spontanée. Okay. Et donc, nous, je vais parler plutôt de la communauté congolaise. Des fois, c'est dur de voir un enfant de 3 ans parler lingala. Ou des fois, quand c'est oui, mais s'il parle lingala, il ne pourra plus parler français convenablement. Alors que non, le lingala, c'est sa langue, c'est sa culture, c'est son identité. Okay. Et donc, moi, je dirais, c'est vraiment là-dessus, il faut vraiment insister, commencer par transmettre notre culture au travers de la langue, nos valeurs. Moi, je dirais, autant dans les valeurs, on va dire, européennes, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et c'est la même chose de notre côté. Bien faire le tri. Okay. Comment trier? Déjà dans ma propre culture, dans mes valeurs, qu'est-ce que je trouve, pour moi, qui fait sens? Je prends ce qui fait sens avec ce qui fait sens pour l'enfant. Parce que l'enfant qui est né ici a cette double valeur. Ça veut dire tant la valeur européenne que la valeur africaine. Exact. Comment aider cet enfant à distinguer les deux, à bâtir son identité selon ses valeurs? Et comment toi, tu parviens à faire ça au quotidien, pratiquement, pratico-pratique? Pratico-pratique. Moi, par exemple, j'ai dit à ma mère, maman, parle aux enfants en lingala. OK. Ça, c'est vraiment, parle aux enfants en lingala. J'ai mis mes enfants dans une école néerlandophone. Parce qu'on est en Belgique, il y a le néerlandais, il y a le français. Moi, je parle aux enfants tantôt plutôt en français, tantôt plutôt en lingala. Donc, j'utilise les 2 langues. Okay. Et donc là, sur base de cela, il y a déjà cette valeur que je veux transmettre à mes enfants. Et déjà, je leur explique aussi, maman est congolaise. Je montre un peu, pour l'instant, ils sont encore petits, mais j'essaie de leur faire comprendre. Et je leur dis aussi, vous êtes d'abord congolais avant d'être belge. OK. Parce que, vaut mieux le dire directement à la maison qu'à l'école, on peut dire, oui, mais toi, tu n'es pas belge. Oui, mais d'abord, tu es congolais. Et ensuite, tu es belge.
Moi, c'est comme ça qu'en Donc, tout tu cas... commences à faire ce travail dès la maison et dès la tendre enfance. Ah oui, parce que récemment, il y a mon fils qui me dit oui, parce que très souvent, il joue avec une amie. Je lui dis, mais pourquoi tu joues que avec elle? Oui, parce qu'elle ne veut pas jouer avec les autres. Moi, je fais, mais jouer aussi avec les autres. Et puis, il me dit, il a 6 ans, il me dit, oui, l'année passée, quand j'étais en classe, les autres, c'était tous des blancs. Ils ne voulaient pas jouer avec moi parce que je suis marron. Et puis, je fais, OK. Déjà, dans ma tête, je me dis, à cet âge, les enfants sont... Ouais. ça me choque. Après, je me dis, c'est pas les enfants, c'est que les parents transmettent aux enfants. Donc, exact. Pas directement d'emblée accuser les enfants. Et puis, je me suis dit, OK, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, je dis à mon fils, est-ce que tu aimes ta couleur? Parce qu'une fois, il m'avait dit, non, je n'aime pas ma couleur. Après, je lui ai dit, est-ce que tu aimes maman? Oui. Moi, je fais maman et de quelle couleur? Oh, marron. Ah ben, moi, je dis, moi, j'aime ma couleur. Après, directement, il dit, moi aussi, j'aime ma couleur. Oui. Et c'est sur ça que moi, je joue. Qu'est-ce que tu aimes? Et là, quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit, bah, tu es marrant comme maman. Et puis, il était tout content. Oui. Parce qu'il voit, voilà, sa représentation. Il a un repère, il a une représentation. Exactement. Et donc, c'est ce travail-là où des fois, on banalise au sein des foyers. On se dit, ben non, c'est pas grave. Faut pas laisser passer. Faut prendre le temps. Il y a quelque chose qui pique, ben on s'arrête là-dessus. On en parle. Oui. Donc, et ça passe aussi au travers de la nourriture. Oui. Et donc, de la nourriture dont tu cuisines les plats, pour le cas d'espèce, du Congo. Du Congo et en même temps de l'Europe. Oui. Les deux. Et donc, il y a, par exemple, nous, on mange beaucoup, on va dire, feuilles de manioc, le foufou, la chikwang, tout ça. Le pondou, bah, tout ça, bah, ils mangent. Et ils aiment beaucoup les pâtes. Donc, c'est vraiment mélange des cultures. Oui. Au travers de la nourriture, ils apprennent. Au travers, voilà, de cette nourriture, des rencontres, des histoires aussi qu'on raconte. Ah, mamie, ben, les parents de mamie viennent du Congo. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire la distinction au niveau des zones. Oui. Mais il y a, voilà, ces valeurs. Ils savent au moins qu'ils viennent, les parents, les grands-parents en tout cas, et les parents aussi viennent du Congo. Et tu les amènes, tu les as déjà amenés au Congo? Bah, pas pour l'instant, même moi-même, ça fait longtemps, hein, depuis que j'ai quitté à l'âge de 12 ans, jusqu'à je ne suis plus retournée. Mais j'imagine quand même que tu envisages les amener au Congo. Bah, je me dis que j'attends d'abord qu'ils poussent un peu, un peu plus, comme ça on pourra y aller. Mais pour l'instant, vu qu'ils sont encore petits, déjà je me dis moi-même, d'abord je dois retourner pour avoir mes repères, parce que pour l'instant, je veux dire, au Congo, je suis une étrangère, parce que je connais rien, pratiquement, rien. Et donc, d'abord, moi-même, je dois retourner aux sources, prendre mes repères, et ensuite, je pourrai les amener. Et des histoires, tu m'as dit que tu racontais des histoires à tes enfants. Où est-ce que tu te procures ces histoires qui font référence à ta culture, et cette culture finalement que tu voudrais transmettre à tes enfants? Parce qu'il faut quand même le noter, il n'y a pas beaucoup d'œuvres littéraires ou alors de documentation qui retracent un peu l'histoire pour le cas d'espèce des peuples afro, non? Non, il n'y a pas beaucoup, mais actuellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup en tout cas au niveau de la communauté africaine, il y a beaucoup qui se sont levés, qui font maintenant des livres pour enfants, qui font des livres avec des enfants africains, qui racontent vraiment l'histoire. Il y a même... Ayo Édition, que j'ai rencontré des Voilà, moments. tout à fait. Il y a Mombinzi, si je ne me trompe pas, si j'écorce son nom, désolé. Bah, lui aussi, en fait, il donne des cours sur l'Afrique, sur ses racines. Et ça, je trouve ça merveilleux d'enseigner, même les enfants, le lingala, etc. Ça, c'est merveilleux. Par exemple, pour mon fils, j'ai été sur, on va dire, un site où on crée des livres. J'ai créé un livre avec le nom de mon fils. OK. Et donc, déjà, j'ai choisi la couleur de peau. J'ai mis le nom de mon fils. Et donc, l'histoire du début jusqu'à la fin, c'est son nom. OK. Et donc, ça, c'est une histoire que je raconte. Ah, regarde, c'est Elika. C'est toi. Parce que mon fils s'appelle Elika, c'est aussi en lingala. Et tu parles de ton fils ou de tes enfants. En parlant d'identité africaine, ça passe aussi quand même par les noms et les prénoms qu'on donne aux enfants. Non? Exactement. Alors, pour pouvoir donner ou inculquer ces valeurs africaines aux enfants, est-ce que tu penses qu'il faudrait commencer par leur donner des prénoms africains? Moi, je dirais que ce n'est pas une obligation. Tout dépend du choix de chacun. Par exemple, mes enfants ont des noms en lingala. Pourquoi? Parce que mon ex-partenaire,
Lui, il voulait absolument qu'ils aient des noms africains. Au départ, moi, c'était pas spécialement mon idée. Mais en écoutant, en tout cas, ces valeurs, c'est qui véhiculait derrière cette idée d'avoir des noms africains, je me suis dit, ah, c'est vrai. C'est aussi une manière pour nous de valoriser, en tout cas, nos origines. Et donc, là, étant donné que moi, j'ai ce lien où j'aime beaucoup ma relation avec Dieu, je me suis dit, comment concilier cette idée où lui, il veut que ce soit absolument des noms africains et moi, où je me retrouve aussi avec ce lien avec Dieu. Et je choisis pour mon fils Elikia. Elikia veut dire espoir. OK. Et pour ma fille, je choisis Kenaya. Kenaya qui veut dire gloire à Dieu. OK. Et donc pour concilier en tout cas les deux. Les deux. Oui. En tout cas, c'est très original. Une question qui me vient encore à l'esprit sur le sujet de l'identité culturelle. Le sujet, c'est l'identité culturelle africaine, comment la préserver et la transmettre à sa progéniture. Dans l'identité culturelle africaine, on parle du cas d'espèce africaine, mais dans le cas de l'Afrique, on a quand même aussi des traditions. Allez, toi, peut-être tu n'es pas retourné dans ton pays d'origine depuis des années, donc ces traditions, tu ne les connais pas, et donc il sera quand même difficile aussi pour toi de les transmettre à tes enfants. Mais tout dépend de quelle tradition tu parles. Par exemple, ici, la tradition concernant le mariage. Même si je ne suis pas retournée au Congo, je me suis mariée et je connais comment ça se passe. La dot, par exemple. Exactement. C'est quelque chose que toi, tu trouves que c'est important, qui ne doit pas disparaître? Qui ne doit pas disparaître, mais tout dépend. Actuellement, je trouve qu'il y a quand même de l'abus. OK. De l'abus dans le sens où on doit déjà connaître l'origine de la chose, on va dire de la dot. Oui. Pourquoi initialement on a commencé à demander la dot? Quand ça a commencé? C'est symbolique. C'est pas actuellement les gens commencent à profiter de cela pour se faire de l'argent. Non, c'est symbolique. C'est pas papa qui vend sa fille. Oui. Parce qu'actuellement, des gens qui demandent de 10 000 euros pour une dot, moi je trouve ça c'est abusé. Hallucinant. Avant, c'était juste donner un sac de sel. Oui. C'est symbolique. Donc moi, c'est ce qu'on doit garder. C'est cette valeur symbolique qui doit être maintenue. Donc Christelle, tu demanderas quand même la dot, mais ce sera symbolique pour ta fille. Oui. Et tu encourageras ton fils, par exemple, à doter une femme si la famille de la femme pratique cette tradition. Exactement. On sait qu'il y a d'autres traditions qu'on a dans les pays africains. Et voilà, j'espère que si je comprends bien ce que toi tu dis au travers de ce sujet, c'est que c'est très important pour toi déjà de transmettre l'identité culturelle africaine. Exactement. Et pour toi, ça passe par l'apprentissage tout d'abord de sa langue maternelle. Exactement. Et ensuite de son histoire, de connaître son histoire, ses origines. Et tu n'es pas fermé à l'idée de les amener, quand la possibilité le permet, en Afrique, dans leur pays d'origine, pour qu'ils vivent dans leur village natal, on va dire ça comme ça, ou alors le village où sont originaires leurs grands-parents. C'est bien ça? Alors, Christelle, on va se retrouver dans la deuxième partie ou la troisième partie, si tu veux. On va faire un petit break. Okay. On se retrouve et pendant le break, on va te présenter quelques images. OK. Et tu commenteras ces images, tu nous donneras ton point de vue sur les images que nous allons te proposer. OK. À tout de suite. À tout de suite. Je te présente la première image. Tu reconnais la personne? Je dirais plutôt le travail que la personne fait. Oui. Et donc, je sais que madame est vraiment connue pour son expertise, pour tout ce qui touche à la culture, on va dire vraiment africaine. Et donc, son lien aussi avec tout ce qui concerne le beaux-arts. Oui. Donc, elle s'appelle Ayoko Mensah, journaliste, expert culturel et programmatrice artistique. Elle travaille sur et avec les scènes artistiques africaines, comme tu l'as bien dit,
africaine et afro-descendante depuis plus de 20 ans. Elle est experte en gestion culturelle. Elle collabore avec des institutions culturelles. Beaux-Arts, tu as cité, Opéra de Paris, le Musée de l'Afrique de Tervuren, des organisations nationales et internationales, des universités et des événements qui sollicitent son expertise. Prochaine image. Donc, je vais dire que monsieur... Il s'appelle Claude Issiard. Oui, le nom, je te le laisse. Moi, je t'explique juste. En tout cas, les noms, Oui. ça, c'est ton domaine. Moi, mon domaine, c'est plutôt retenir ce que les personnes ont fait. Oui. Voilà, je dirais, quand je le vois lui, je vois directement la génération consciente. Génération consciente, effectivement. Et donc, cet éveil des consciences concernant les Africains par rapport à leur identité également. Oui. Chef d'entreprise, chanteur, journaliste, producteur, animateur radio et TV. Il est à l'origine du concept Génération Consciente, tu l'as bien dit. Il est le vice-président du CRIFOM, Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Et il a été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et il sait prêter sa voix aux causes qu'il défend. Prochaine image. Ils viennent pour toucher nos allocations et prendre notre travail. Oui, ça c'est la stigmatisation. La stigmatisation. Oui. Qu'on a concernant les Africains. Oui. Donc, les Africains, encore, on rajoute prendre notre travail. Habituellement, c'est pas pour travailler, mais pour juste prendre les allocations et ne rien faire. Oui. C'est qui est faux. Oui. Parce que on va pas. Effectivement, ça c'est l'un des préjugés qui tourne et qui circule très souvent. Et un document répond à ces préjugés en disant très clairement que c'est une fausse idée et c'est un préjugé qui n'a pas sa place. Prochaine image. Ouais. Romelu Lukaku. Oui. Oui, footballeur international belge. Oui. Et donc, voilà, qui a quand même su gravir les échelons par sa détermination, je dirais, et son travail aussi, et la discipline. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que je peux résumer sa personne. Qu'est-ce qu'il t'inspire? Est-ce que, pour toi, ça peut être une source d'inspiration, de motivation? Bien sûr. Comme je dis, la détermination, toute personne qui est déterminée inspire les autres également. Pour dire que la personne ne s'assoit pas sur ses acquis. La personne travaille. Malgré que j'ai un talent, très souvent, les jeunes se disent ça. J'ai un talent, je suis doué pour faire ci et Y, je m'arrête à ça. Non. Justement parce que tu as ce talent-là, tu dois l'aiguiser encore davantage. Tu dois travailler, tu dois te discipliner. Et lui, je trouve que, en tout cas, il montre cela, très clairement au niveau pratique, on va dire. Je n'ai plus rien à rajouter, comme tu l'as très bien dit. Et la prochaine image et la dernière. Oui. Nancy Elikem. Elikem, je dirais, pour résumer, en tout cas comme je le fais, résumer ce qu'elle m'inspire comme personne, c'est le pont. Le pont entre ici, mais en même temps, c'est le pont avec ton émission, d'ici et de là. Et donc, elle fait très bien ce pont-là où elle parle de son expertise, son expérience personnelle par rapport justement à cette double identité, je veux dire que là, du côté européen et du côté africain. Et donc, ce pont qu'elle lie les deux. Franco-ghanéenne. Elle se présente comme une afropéenne d'ici et de là, effectivement. Très présente sur les réseaux sociaux, elle a travaillé pendant une quinzaine d'années sur le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Les sujets qui lui tiennent à cœur sont la diversité et l'inclusion, la place des femmes et des jeunes dans la société. Écrivaine, son ouvrage se nomme Elikem, l'afropéenne, un ouvrage que je vous conseille d'ailleurs. Merci en tout cas de t'être prêté à ce petit break. On va se retrouver dans la dernière partie de l'émission et on parlera d'où tu viens finalement. Ce sera du Congo, RDC, c'est bien ça? Oui, exact. À tout de suite. On revient dans ce studio pour la dernière partie de cette production et ce sera de là. De là, parce que tu viens du Congo-Kinshasa. Du Congo-Kinshasa. RDC. RDC. Et au Congo-Kinshasa,
il y a plusieurs provinces. J'entends souvent parler du Kivu. Le Nord Kivu. Et toi, particulièrement, tu viens de quelle région au Congo? Région, de Bandundu. Bandundu, comme ça, pour te repérer, Oui. c'est vraiment un peu au-dessus du centre, donc c'est dans ces environs-là. Quels sont tes rapports avec la jeunesse restée finalement du côté du Congo RDC? Ben, quand tu dis rapport, tu veux dire si je suis toujours en En contact contact avec eux? ou c'est que je vois au niveau des médias concernant la jeunesse? Premièrement, est-ce que tu es toujours en contact avec ces jeunes-là? Même si tu nous l'as dit dans le cadre de cette émission à l'entame, Mhm. que ça fait des années que tu n'es pas retourné. Mais Oui, aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux sociaux, les téléphones et tout à ainsi de fait, suite, tout à fait. on sait avoir l'actualité. Exactement. Je suis en contact parce que de par du fait que j'ai de la famille là-bas et j'ai aussi une amie qui est là-bas. Et donc, je suis en contact et très souvent, ben, ce que j'entends, c'est la difficulté de trouver du travail. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes mais qui n'ont pas de travail. Et beaucoup, du coup, ben, qui se retrouvent à quémander, à demander beaucoup plus de l'aide ou cette volonté même de travailler, ils ont perdu cela et ils se retrouvent plus ben, à dépendre des autres. Et surtout s'ils ont de la famille en Europe, ben, là vraiment c'est dépendre De cette famille voilà, qui de est cette en famille Europe. qui est en Europe. Et quand tu vois tout ça, est-ce que ça t'inspire un projet, par exemple, d'un partenariat, je vais dire ça comme ça, entre l'Afrique ou alors le Congo, ceux qui sont restés au Congo, et toi ici en Belgique? En fait, oui, ça m'inspire. J'ai beaucoup de projets hein, que j'aimerais mettre en place, mais le seul hic, c'est que je me dis, j'ai pas encore la bonne vision du terrain. Pour que le projet, en tout cas, puisse répondre aux besoins du terrain, je me dois d'aller sur place. J'ai beaucoup de projets dans ma tête, suite aussi au master que j'ai pu faire en santé publique. J'aimerais mettre des choses en lien avec la promotion sociale, avec la santé. Quand je regarde en Afrique, je trouve que au niveau de la santé, on a des problèmes, on va dire, élémentaires. Déjà, si on commence déjà à résoudre la question de l'hygiène, on va résoudre beaucoup de problèmes de santé. Et je me dis, ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Mais là, à mon niveau, je me dis, je suis quand même limitée, je ne sais pas vers qui me tourner. Je regarde juste de loin, je me dis, ça serait bien qu'on puisse mettre en place des choses, mais je dois d'abord moi-même aller sur le terrain et voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et si les gens acceptent aussi qu'on puisse apporter ce regard nouveau, on va dire, parce que des fois, c'est accepter le changement, c'est ça qui est difficile. Oui. Les gens ont déjà une habitude de fonctionner d'une telle manière et quand on arrive avec notre casquette, notre vision des choses, des fois, on est en confrontation. Alors que non, on peut unir nos forces pour faire autre chose, pour faire mieux. Et donc, de loin, pour l'instant, je me dirais que j'attends. Des fois, j'ai des personnes qui me contactent par le fait qu'ils voient sur Facebook et Yano, ils entrent en contact avec moi pour me demander est-ce qu'il y aurait moyen qu'on fasse une collaboration. La première question que je pose à ces personnes, de quel type de collaboration? Mais des fois, ces personnes, ils sont en train de, je veux dire, ils sont même pas sûrs de la collaboration. Et c'est là que je me dis, ils n'ont même pas pris la peine de regarder c'est quoi Eyano, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter, qu'est-ce que eux... Et du coup, moi, je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Oui. Et quand eux m'expliquent leur activité, moi déjà je vois que ok, nous on ne saura pas les aider dans cette activité-là, mais avec la vision que j'ai, je peux juste dire ça serait bien que vous puissiez améliorer telle chose de mon point de vue, de l'extérieur. Et même si je ne connais pas vraiment en profondeur, mais de ce qui me présentent, je donne des petits conseils. Et donc, pour moi, c'est déjà cette petite contribution que j'apporte en donnant des conseils ou en leur disant, si un jour je rencontre une autre ASBL avec qui je trouve que vous êtes vraiment en accord, une collaboration est possible, je pourrais vous mettre en relation. Super. Et au travers des difficultés de cette jeunesse que tu viens de décrire, comment tu penses qu'on peut imaginer des solutions, leur apporter une solution concrète et je vais dire palpable?
Une solution concrète, je dirais que ici en Belgique, ce que je trouve, ce qui est bien, par exemple, il y a Bruxelles Formation. Oui. Dans Bruxelles Formation, il y a aussi le pôle où la personne arrive, on analyse les compétences de la personne et on essaye d'orienter. Tout ce qui est réinsertion, on essaye d'orienter la personne, voir, selon tes compétences, voici ce que tu pourrais faire si la personne n'arrive pas à trouver dans le domaine de sa formation. Et ça, je trouve que ça serait bien aussi d'instaurer ce type de service, en tout cas en Afrique, où on arrive à réorienter les gens. La personne va me dire, oui, mais c'est question d'accessibilité. Voir comment faire pour que ça soit accessible à tout un chacun. Et la personne, par exemple, qui a une licence, qui n'arrive pas à trouver du travail, comment déjà commencer avec le peu que tu as? N'attends pas simplement d'avoir le travail qui correspond à ta licence. Oui. Non, fais avec ce que tu as. Même si tu commences avec un travail qui n'a rien à voir avec ta licence, mais commence. Le problème, c'est ça, c'est de commencer. Donc ça, c'est vraiment... non seulement un conseil, mais tu dirais il faut déjà essayer de mettre des structures sur pied pour pouvoir les encadrer. Exactement. Et aussi qu'ils comprennent qu'avec le niveau d'éducation ou d'instruction qu'ils ont, qu'ils commencent à faire quelque chose en attendant d'avoir une formation ou alors un emploi qui soit en adéquation avec leur formation. Exact. Des influenceurs congolais, tu en connais au Congo? Beaucoup des influenceurs congolais. Et moi, je parle des influenceurs positifs. Actuellement, on en a vu avec le football. Oui. On a vu, si je ne me trompe pas, son nom. Moi, avec les noms, faut comprendre. C'est pas grave, je ne retiens pas. Le foot. Chancel Bemba. Oui. Donc, voilà. On connaît bien, oui. On voit que de par son histoire, lui, je trouve aussi qu'il influence positivement. Malgré, ici, très souvent, on a vu qu'il est beaucoup critiqué, on va dire, par la communauté même congolaise, par du fait qu'il ne sait pas très bien parler français. On s'arrête là-dessus, alors de regarder le parcours de la personne. Il a créé une chaîne YouTube où il parle de son parcours. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et même sa femme qui défend aussi le fait de lui dire, oui, on s'arrête à sa langue, on s'arrête du fait que oui, il ne sait pas parler lingala, mais regardez, il y a les autres footballeurs où on ne regarde pas à la langue. On regarde juste aux actions de la personne. Qu'est-ce que la personne apporte à la communauté? Ici, lui, il apporte aussi une certaine visibilité. Il apporte le fait que, OK, je suis congolais, mais je peux faire aussi de grandes choses ailleurs. Et donc, nous, des fois, on s'arrête, je veux dire, à ce qui est superficiel. Superficiel, effectivement. Au lieu de regarder en profondeur. Oui, l'essentiel est aller en profondeur. Je veux dire, en tout cas, je pourrais le citer lui. Oui, et donc c'est quelqu'un qui apporte, qui a une influence positive, on va le dire, sur la jeunesse. Et quand tu regardes tout ce qui se passe au Congo, politiquement parlant, est-ce que tu es contente de voir ton pays comme ça? Non. Et en même temps, je me dis qu'il faut un travail profond et il faut du temps. Oui. On veut aller vite. Ce n'est pas en un claquement de doigts que tout va se changer aujourd'hui parce qu'il y a une histoire. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le fruit justement des conséquences qui ont été faites auparavant. Et donc, maintenant, c'est quelles leçons on tire. Au niveau politique, moi, je veux dire, oui, on regarde que le niveau politique, mais nous aussi, moi, je veux dire, je m'inclus aussi à la population pour dire que nous, en tant que population, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Des fois, c'est au niveau des rues, on voit comment c'est sale. Ouais. Au niveau de la propriété, qu'est-ce qu'au niveau des quartiers, eux-mêmes, ils mettent en place? Pas simplement s'attendre, la politique, c'est à eux de faire des choses. Je vais donner l'exemple ici, en Belgique, parce qu'on fait le lien entre d'ici, et de là. Le lien, ici, on voit très souvent, au niveau des communes, ils font des appels à projets. Appels à projets par quartier. À Bruxelles, il y a ça par quartier. On demande, tel quartier, si vous avez un appel à projet, présentez votre projet. Il y a des gens qui amènent, projet, c'est réaménager notre quartier. Faire en sorte que ça soit plus durable, mettre un peu tout ce qui est verdure. C'est des idées où il y a déjà des gens du quartier qui se réunissent, qui commencent quelque chose à petite échelle. Moi, c'est toujours le souci de commencer. Oui. Pas simplement regarder, les politiciens ne font rien, mais nous, on fait quoi? Ce pays-là n'est pas que pour les politiciens, n'appartient pas qu'aux politiciens.
Oui. C'est toute une population. C'est toute une population. Il n'appartient pas qu'aux hommes politiques et aux dirigeants politiques. Exactement. Nous, on fait quoi? Oui, on attend d'eux qu'ils puissent faire ci. Oui, mais nous aussi, on a un devoir. Nous aussi, on doit faire notre part. Et ensuite, on pourra dire, nous, on a fait votre part. Vous, qu'est-ce que vous faites? Un sujet que je sais qui t'intéresse aussi, oui. c'est la santé mentale. Oui. Quand tu regardes aussi la jeunesse africaine ou alors congolaise particulièrement, comment tu analyses la situation? Je te dirais qu'il y a beaucoup... Sur ce point-là, bien sûr. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'influence de nos parents, on va dire ça comme ça, et il y a une reproduction sans prise de conscience. Très souvent, on reproduit ce qu'on a vu faire papa ou maman sans pour autant s'arrêter et se questionner de pourquoi j'agis comme ça. Qu'est-ce qui me pousse à agir comme ça? Un exemple de la violence conjugale. La violence conjugale, l'enfant est petit qui a vu papa qui tapait maman constamment. Cet enfant, pour lui, en quelque sorte, on va dire que c'était normal. Il arrive dans un foyer, lui aussi commence à reproduire ça. Mais quand bien même, quand tu voyais maman se faire tabasser, ça te faisait mal, mais tu le reproduis. Pourquoi tu le reproduis? En sachant que ta maman, elle en a souffert. Voilà, elle en a souffert. Pourquoi tu le reproduis? Parce que tu as vécu cela. Ton corps a enregistré cela et toi, tu reproduis cela. Et donc, je me dis qu'on ne fait pas attention à notre santé mentale et ça, c'est ça qui cause encore beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de conséquences liées à ça. Oui. Parce qu'on veut aller vite, on se dit « Ah oui, non, nous, c'est rien, ça. Nous, ça ne nous affecte pas. » Si, ça nous affecte parce qu'on reproduit des choses sans pour autant prendre conscience, sans pour autant s'arrêter et questionner ce qu'on a vécu. Oui. Et se dire « Moi, j'ai vécu ça, ça, je ne veux pas reproduire. Non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas me donner la même éducation que j'ai reçue de mon père, de ma mère. Ça, je n'étais pas d'accord avec. Non, ça, je mets de côté. » Et donc ça c'est cette reproduction qui, pour toi, au niveau mental, a un impact négatif, je vais dire ça comme ça. Tout à fait. Merci à toi, Christelle. Avant de conclure cette émission, je vais te laisser la parole. Quel est le conseil que tu donnes à la jeunesse africaine, restée en Afrique en particulier, et la jeunesse, de manière générale, celle aussi qui se trouve ici? Moi, je poserais plutôt une question, je dirais, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Vous n'allez pas me dire rien. Non, on a quelque chose. Même si je n'ai pas d'argent, mais j'ai des compétences, j'ai des capacités. Chaque personne a des compétences et des capacités. La question est de savoir comment valoriser mes capacités, comment, on va dire, matérialiser mes compétences. Partir de ce que j'ai pour arriver dans ce que j'aimerais avoir. Le rêve, c'est ça. Lorsqu'on a un rêve, ce n'est pas simplement rêver « Ah, j'aimerais être X ou Y ». J'aimerais, ça c'est mon idéal. Mais avant d'atteindre cet objectif-là, je commence avec ce que j'ai. Et en même temps, concernant l'identité, c'est qui je suis. Qui je suis, le fait de se connaître nous permet aussi de créer une barrière face aux injustices, face à la discrimination, face aux limitations des autres. Ça veut dire que je me connais, au plus je me connais. Tu peux venir avec tes limitations et me dire que ça, tu ne vas pas arriver. Mais tant que je me connais, je sais que qui ne tente rien n'a rien. Je vais tenter et je verrai bien. Si je n'arrive pas, je ne vais pas perdre, je ne vais rien perdre parce que je vais apprendre. Oui. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds rien. Soit j'apprends, soit je gagne. Oui. Dans tous les cas, vous n'allez rien perdre à tenter quelque chose. Donc, tentez avec ce que vous avez. Tentez avec ce que vous avez. Mesdames, Messieurs, amis followers, c'était pour vous Christelle Fetti qui nous donnait ces conseils-là pour clôturer cette émission. Merci à toi, Christelle, d'être venue dans notre studio de production ici à Liège pour cette émission d'ici et de là. Et on espère te retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre de nos productions. Amis followers, c'était un plaisir pour nous de vous produire cette émission et restez connectés sur nos différents canaux de communication. Bisous à vous.